Alors, nous poursuivons dans cette recherche de solutions, en tout cas de propositions, pour passer de la responsabilité sociale, morale ou éthique à une responsabilité juridique. C'est un peu la suite des développements de notre dernière rencontre. Alors, j'avais gardé comme transition l'affaire Chevron-Texaco. Donc aujourd'hui, nous allons y revenir à cette affaire. Je dirais que ce n'est pas une manière très gaie de célébrer le printemps, parce que c'est une affaire particulièrement tragique, mais je pense que l'actualité n'est pas très gaie à l'heure actuelle. Alors cette affaire, je vous en avais dit quelques mots à l'occasion du cours sur les atteintes à l'environnement, sont des faits déjà anciens qui remontent aux années 67-90, où une filiale de Texaco, Texaco Petroleum Company, s'est mise à exploiter, et ça a duré en fait 20 ans, le pétrole dans la zone amazonienne de l'Équateur. La compagnie a exploité près de 80% de la production nationale de pétrole, sans vraiment partager les bénéfices. Mais le problème, c'est que la construction de l'odéoduc et des puits sur le territoire, sur près de 400 000 hectares, a provoqué un véritable désastre écologique. Des tonnes de produits toxiques ont été répandus dans toute l'Amazonie, pollution des eaux, empoisonnement des poissons, maladies graves dans la population, des dommages d'une gravité exceptionnelle que d'ailleurs le président de l'Équateur avait qualifié de crime contre l'humanité. Bref, en 1993, il y a une plainte qui est déposée, une action qui est lancée par un groupe de 30 000 habitants de la région devant la Cour fédérale de New York, sur la base du fameux texte dont nous avons déjà parlé, dont je reparlerai beaucoup aujourd'hui, Alien Tort Claims Act, ou plus simplement Alien Tort Statute, ATS, qui permettent de poursuivre des violations de droits fondamentaux commises à l'étranger, les poursuivre devant le juge américain. Là, en plus, c'était un groupe appartenant à une société mère américaine, rachetée par Chevron par la suite. Alors, en 2002, après plusieurs recours, la Cour d'appel du deuxième circuit a déclaré l'incompétence du juge américain en disant, c'est l'argument classique, forum non-convenience, le forum américain ne convient pas, et en considérant, d'accord avec le pétrolier, qui était devenu Chevron, que les tribunaux équatoriens seraient plus compétents. Et je pense qu'à l'époque, l'idée, c'était d'enterrer ainsi l'affaire. Surprise, et c'est à cette occasion que je vous en avais parlé en février dernier, le 14 février, le groupe pétrolier américain est condamné par le tribunal de Lago Adrio, au nord de l'Équateur, près de la frontière colombienne, est condamné lourdement, très lourdement, à payer 8 milliards de dollars de dommages d'intérêt. Par comparaison, dans l'affaire Bhopal, dont on reparlera, c'était 400 millions de dommages d'intérêt, à 8 milliards. C'est une grande première, dans la mesure où c'est la première fois qu'un peuple indigène poursuit une multinationale dans le pays où le délit a été commis et la voit condamnée. Mais les choses se passent dans un climat extrêmement tendu. D'un côté, il y a les ONG qui soutiennent les victimes, qui accusent le groupe d'avoir mené une campagne de relations publiques pour essayer d'éviter à tout prix la condamnation et maintenant l'exécution de la condamnation. Et alors, du côté de Chevron, on utilise toutes les ripostes possibles. Alors, les ripostes classiques, il y a un appel qui a été formé contre le jugement équatorien. Il vient d'être formé le 11 mars, ce n'est pas ancien. Et puis, il y a déjà un argumentaire qui se construit sur l'idée que la société mère n'est pas responsable, que la responsabilité revient à la compagnie pétrolière d'État, la filiale de Texaco, de Chevron Texaco. Mais il y a en même temps des ripostes plus étonnantes par une sorte de volonté d'anticiper sur le jugement qu'allait rendre le juge équatorien. Chevron a mis en place un double barrage
pour empêcher à la fois la reconnaissance et éventuellement l'exécution du jugement. Alors un double barrage en utilisant vraiment toutes les ressources du droit. C'est là qu'on voit que le hard law peut avoir aussi des effets pervers. D'un côté, le droit international, en saisissant la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, alors qui est compétente en vertu d'un traité américano-équatorien de protection des investissements. Il y a eu création d'un panel d'arbitres qui a 5 jours avant le jugement, le 9 février, par avance, ordonné que le gouvernement équatorien s'abstienne d'exécuter l'éventuel jugement de condamnation tant que la Cour d'arbitrage n'aurait pas tranché. Donc, une sorte de barrage immédiat. Mais l'essentiel du barrage se construit, si j'ose dire, devant le juge américain, car dès le 1er février, et c'est quelque chose que j'ai découvert tardivement, Chevron avait déposé une plainte contre les plaignants équatoriens, leurs avocats et leurs consultants, pour fraude contre une loi américaine de 1961 qui s'appelle la loi RICO sur le racket et la corruption. C'est une loi pénale, donc une plainte pour infraction, crime prévu par la loi RICO, ça veut dire un risque de prison et de dommages d'intérêt très lourd. La plainte permet à Chevron de bloquer l'exécution du jugement et sa demande a été satisfaite. Dès le 8 février, donc avant la condamnation, par avance, le juge saisi a ordonné une interdiction pour les accusés de recevoir un quelconque profit d'un jugement éventuel. Et puis le 7 mars, après le jugement, la Cour américaine a lancé une injonction, alors une injonction absolument extraordinaire, pour interdire jusqu'au jugement au fond tout profit venant de procédures qui reconnaîtraient ou qui exécuteraient le jugement. Et cette interdiction, elle est lancée à l'échelle mondiale. A Worldwide Anti-Suit Injunction. À l'échelle mondiale, interdiction d'exécuter, de reconnaître et d'exécuter le jugement. Alors on n'est pas au bout de l'affaire, mais c'est déjà extraordinaire de voir à quel type d'imbroglio, je dirais politico-juridique, on en arrive dans ce type d'affaires, plus de 20 ans après des faits qui, pour le moment, ne sont pas indemnisés. Non seulement les victimes ne sont pas indemnisées, mais elles sont menacées maintenant, et lourdement menacées. Autrement dit, ce que cette affaire nous montre, c'est qu'il ne suffit pas de passer de la soft law à la hard law pour réussir à humaniser la mondialisation. Il faut aussi arriver à éviter ce que j'appellerais l'instrumentalisation du droit au profit du plus fort. Alors concrètement, il me semble que cette affaire pose plusieurs questions, qui sont les questions en fait que je voudrais aborder aujourd'hui avec vous. D'abord, qui est responsable ? C'est la question de l'imputation de la responsabilité quand on a affaire à un groupe. Comment répartir entre la société mère et la filiale ? Ensuite, il y a la question devant quel juge ? Et là, on voit très bien la complexité de l'articulation entre le juge du pays d'origine et celui du pays d'implantation. En l'espèce, c'est extraordinaire, le juge américain se considère comme incompétent pour juger la responsabilité du groupe américain, mais il se considère comme compétent pour appliquer le droit américain aux accusés équatoriens, avec la plainte pour crime contre RICO. Et puis, il y a une troisième question qui est peut-être moins souvent abordée et qui me paraît importante aussi, c'est de dire avec quel soutien. Car dans une affaire de ce genre, il est clair que les victimes toutes seules ne peuvent pas arriver à se défendre. Donc, il faut tenir compte du rôle de ce que j'appelle la participation citoyenne. En l'occurrence, c'était plusieurs organisations non gouvernementales qui ont apporté une aide à la fois morale et juridique aux victimes équatoriennes. Mais les réponses à ces questions, il faut que nous essayions de les situer dans la perspective que j'ai développée la semaine dernière d'une responsabilité sociale partagée. Donc ça complique encore un peu la question qui n'est déjà pas simple. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer l'opposabilité des droits sociaux aux entreprises transnationales, ça ce sera le premier point,
mais ça ne suffira pas. Il faut ensuite organiser un recours, je dirais juridictionnel ou quasi-juridictionnel, à la fois contre les entreprises et contre les États. Pas oublier que la responsabilité partagée ne doit pas être faite pour désengager les États. C'est la question de la justiciabilité, la possibilité du recours contre les deux catégories. Et puis enfin, cette question qui me paraît importante de la participation citoyenne dans ce type d'affaires. Alors la première question, qui est responsable? Ou si vous préférez, comment améliorer l'opposabilité des droits sociaux aux entreprises transnationales? En fait, la question, elle est évidemment liée à la montée en puissance de ces entreprises. J'avais rapidement évoqué leur définition la semaine dernière. Disons de façon très large que le siège social est dans un pays alors qu'elles exercent leurs activités dans un ou autre ou plusieurs autres pays. Alors par l'intermédiaire, et c'est là que la structure des groupes est très hétérogène, soit de sous-traitants, soit de succursales, soit de filiales qui ont elles-mêmes une autonomie juridique plus ou moins grande selon les cas. Alors déjà, le phénomène n'est pas si récent. Déjà, au début des années 60, on avait constaté que l'économie internationale privilégiait les flux d'investissement direct à l'étranger et que la mobilité des entreprises, des activités des entreprises, était un atout considérable. Parce que déjà à l'époque, on a découvert que la mobilité qui crée une autonomie pour l'entreprise multinationale, on l'appelait comme ça à l'époque, par rapport au cadre juridique, on peut choisir le pays d'implantation en fonction de la règle de droit qu'il applique. Et il y a pas mal d'années maintenant, puisque c'était en 1979, vous voyez, ce n'est pas récent, j'avais monté un programme de recherche avec un collègue allemand, avec donc des étudiants français et allemands, sur la façon dont les entreprises qu'on appelait multinationales profitaient des écarts de législation d'un pays à l'autre. Par exemple, la façon dont les multinationales pharmaceutiques allaient vendre en Amérique latine des produits qui étaient interdits en Amérique du Nord. Et à l'époque déjà, donc 1979, nous avions présenté notre recherche à un congrès mondial des Nations Unies qui était organisé sur un thème qui reste, à mon avis, d'actualité, était formulé « Délits et délinquants hors de portée de la loi ». En fait, on s'était surtout focalisé sur la criminalité en matière politique et en matière économique et sur la corruption. Mais je dirais qu'à partir des années 90, ce sont des secteurs de plus en plus nombreux qui relèvent des stratégies de ces sociétés qu'on appelle maintenant, de ces entreprises qu'on appelle plutôt maintenant transnationales. Le point important, c'est que ces entreprises sont devenues de véritables acteurs politiques. Dans un monde globalisé, leur pouvoir d'influence est parfois supérieur à celui de certains États. D'ailleurs, l'adjectif global, qui d'abord était utilisé pour la finance, global finance, s'applique dans de nombreux domaines qui relèvent de la justice sociale, tous ceux que nous avons rencontrés la semaine dernière, l'emploi, la santé, l'environnement. Par conséquent, l'entreprise elle-même va découvrir, les entreprises elles-mêmes vont découvrir que la violation des droits sociaux par certaines de leurs concurrentes fausse le marché. Et on commence à employer cette formule pour que l'économie de marché soit durable. Il faudrait aplanir le terrain de jeu, level the playing field. Donc il y a une volonté d'adapter le cadre juridique de manière à ce que les droits sociaux, les violations des droits sociaux soient opposables à ces entreprises. Et là, un certain nombre de propositions circulent, puisque, une fois de plus, mon objectif, c'est de travailler à partir de propositions concrètes qui sont en cours. Le Forum pour la nouvelle gouvernance mondiale, dont je vous avais parlé précédemment, a lancé une collection de cahiers. Alors, ce ne sont pas des cahiers de doléances, mais c'est un peu plus positif. Ce sont des cahiers de propositions. Et il y a notamment l'association française Sherpa qui a lancé 46 propositions pour réguler les entreprises transnationales. Alors rassurez-vous,
On ne va pas étudier une par une les 46 propositions, ce serait un peu un catalogue, mais je voudrais prendre quelques axes correspondant à la course d'obstacles qu'il faut suivre si on veut arriver au résultat annoncé, réguler les entreprises transnationales. Il y a toute une série d'obstacles à lever, le premier étant l'opacité. Alors, le premier axe des propositions pertinentes, me semble-t-il, c'est de renforcer la transparence. Dans le cahier de Sherpa, c'est la proposition 9 qui est formulée de façon un peu, j'ose dire, un peu jargonnante, obliger les entreprises transnationales à un reporting annuel en matière d'impact ESG. Alors, si vous voulez, je traduis. En fait, ça veut dire imposer aux sociétés têtes de groupes transnationaux un rapport annuel sur les impacts sociaux et environnementaux de leur action, incluant, et c'est ça qui est important, l'ensemble des entités composant le groupe. Alors, il faut déterminer le périmètre pertinent et on peut se servir de la notion de consolidation comptable. Mais en pratique, c'est assez compliqué d'organiser ce rapport annuel. Ça suppose l'implication des commissaires aux comptes et l'évolution des pratiques comptables, c'est la proposition 10. Ça suppose l'émergence d'indicateurs qui soient assez clairs et visibles et lisibles en même temps pour comparer les performances sociales et environnementales des entreprises. Il ne s'agit pas de considérations générales, il faut avoir des indicateurs précis. Et il faut donner la possibilité aux parties prenantes, stakeholders, les partenaires de l'entreprise, qui peuvent être les salariés, les clients, les fournisseurs, les organisations de la société civile, de jouer leur rôle, qui est un rôle de veille, à côté des commissaires aux comptes et des actionnaires, des shareholders. Là encore, ce sont des propositions du cahier. Alors je dirais qu'en France, cette question est très sensible en ce moment parce que ce type d'instrument de transparence, d'outil d'information, a été étendu depuis 2001, mais seulement au départ pour les environ 1000 sociétés cotées. Or, la loi Grenelle 2, toute récente, la loi de juillet 2010, a proposé d'élargir l'obligation de reporting, si on veut reprendre l'expression en anglais, à partir de 500 salariés pour les sociétés non cotées. Et il y a à l'heure actuelle un bras de fer avec le gouvernement pour reporter, il y a un projet de décret qui reporterait à 2 ans l'application du texte et qui placerait le seuil à 5000 salariés au lieu de le placer à 500 salariés. Ce n'est pas du tout la même chose. Ça, c'est la version du 10 mars dernier. La question est encore en débat. Il y a une autre question sensible, c'est les problèmes des sociétés écrans, qui sont placées à certains points des circuits et qui brouillent les pistes en empêchant de connaître les bénéficiaires réels. Là aussi, dans le cahier de proposition, il est suggéré de supprimer l'anonymat des bénéficiaires dans les paradis dits fiscaux. Il n'y a pas seulement des raisons fiscales, mais il y a le fait que l'anonymat réduit la visibilité des flux et empêche l'information nécessaire ensuite à l'opposabilité. Il faut ajouter d'ailleurs que ces sociétés écrans, elles ont aussi leur siège dans des paradis juridiques, là où les contrôles sont faibles ou inexistants. C'est une pratique très courante s'agissant notamment des plateformes ou des navires pétroliers immatriculés dans des pays qui n'exercent aucun contrôle. Alors tout cela rend difficile l'information, la transparence, mais aussi l'identification. Alors faciliter l'identification du responsable, je dirais que c'est pratiquement sans doute la question la plus importante, mais techniquement la question la plus difficile. Parce que la notion de groupe, elle est reconnue de façon parcellaire, elle est reconnue en droit de la concurrence, elle est reconnue par certains textes du droit du travail, du droit comptable, du droit fiscal, mais en matière sociale et environnementale, la responsabilité reste très difficile à situer dans la mesure où le groupe place le contrôle opérationnel le plus souvent possible
entre les mains des responsables locaux. Alors, la société mère se réserve un contrôle de la stratégie globale, mais toute la difficulté juridique pour arriver à rendre justiciables ensuite les violations des droits, c'est d'évaluer la part des responsables locaux par rapport à la société mère. Et là, la situation n'est pas la même suivant qu'il s'agit de filiales qui ont une personnalité juridique indépendante ou qu'il s'agit de sous-traitants ou de fournisseurs qui ne sont pas autonomes. Quand il s'agit de filiales, l'autonomie de la filiale rend difficile l'attribution de la responsabilité à la société mère. Et là, l'hypothèse, le cas d'école, le cas qu'on cite toujours pour montrer les faiblesses des moyens juridiques face au groupe de sociétés, c'est la catastrophe de Bhopal. C'est vieux maintenant, c'est 1984. Le nuage toxique qui provenait de l'usine de pesticides avait provoqué des dizaines de milliers de morts et des centaines de milliers de personnes intoxiquées. Certains sont encore invalides aujourd'hui. Alors, l'action qui a été menée en responsabilité contre le groupe a été d'abord menée devant un juge américain. Mais le juge américain s'est déclaré incompétent. L'affaire a été en appel, confirmation de l'incompétence, et on a renvoyé aux tribunaux indiens. Un peu comme dans l'affaire Chevron, on renvoie au tribunal équatorien. Mais là, l'Inde a été moins ferme que l'Équateur. En fait, l'Inde a renoncé à des poursuites pénales et la Cour suprême a accepté un accord pour un montant vraiment très faible, de l'ordre de 400 millions de dollars, c'est-à-dire pour chaque famille de l'ordre de 1 000 à 1 500 euros. C'est, d'après les calculs que j'ai retrouvés, 1 000 à 3 000 fois moins que le dédommagement après l'affaire Lockerbie. Alors, cette solution, cet accord, cette transaction, finalement, a été ressentie comme une trahison, d'autant que l'élimination des déchets toxiques a dû faire l'objet d'une nouvelle procédure, seulement en 2004. Alors, vu cette difficulté, ce qui est proposé, c'est la proposition 21, toujours dans les mêmes cahiers de l'association Sherpa, rendre pleinement responsables les sociétés mères des conséquences sociales et environnementales des activités de l'ensemble des entités composant le groupe. L'idée étant de les inciter à prévenir et à réparer les impacts sociaux et environnementaux de leurs activités. Encore faut-il être plus précis. Responsable, ça veut dire quoi? Ça peut renvoyer au droit civil ou au droit pénal. Alors, au plan civil, l'idée serait que la société mère puisse être engagée de plein droit pour les dommages survenant du fait d'une violation des droits fondamentaux ou d'une atteinte à l'environnement par une entité sur laquelle elle exerce un contrôle de droit ou un contrôle de fait. Et la mission Lepage, du nom de l'ancienne ministre de l'Environnement, qui avait été chargée à l'occasion de l'opération Grenelle d'un rapport sur ces questions, avait proposé, elle allait plus loin dans sa proposition que Sherpa, elle avait proposé de modifier le Code civil, d'ajouter un article 1384.1 sur la responsabilité du fait d'autrui, qui transposerait le principe de responsabilité de fait d'autrui au sein des groupes de société. C'est une proposition qu'elle a formulée très clairement, qui n'a pas été reprise dans les lois Grenelle 1 et Grenelle 2. Alors ça, c'est le plan civil. Au plan pénal, la responsabilité de la société mère peut être théoriquement retenue comme complice si elle a fourni des moyens ou des instructions, ou même comme coauteur si on peut démontrer qu'elle s'est immixée dans la prise de décision. Alors ça peut être à travers des dirigeants communs, ça peut être à travers le rôle des commissaires aux comptes ou des conseils juridiques et fiscaux. Et là, on a un exemple intéressant, récent en France, c'est l'affaire Erika. C'est le procès qui a été engagé à la suite, vous vous souvenez, de la pollution qui avait été provoquée par le naufrage du navire Erika, affrété par une filiale du groupe pétrolier Total. En principe, la société mère s'était couverte
parce qu'elle s'était délestée du contrôle sur l'état du navire. Elle avait choisi un affrètement qu'on appelle au voyage, qui était une manière de se délester de la gestion nautique. Mais elle avait gardé un contrôle sur l'état du navire en choisissant une procédure qui s'appelle vetting, qui lui donnait un contrôle sur l'état du navire. Et c'est sur la base de ce contrôle qu'elle pouvait donc exercer, qu'elle n'avait sans doute pas bien exercé, ou pas exercé du tout, mais qu'elle pouvait en principe exercer, que le tribunal puis la cour d'appel, vous avez les références dans la fiche, ont retenu la responsabilité civile et pénale de l'ensemble du groupe, y compris la société mère. Mais ça, c'est de la jurisprudence. Alors, ce qui est proposé par les commentateurs, notamment Karine Lecouviure, les commentateurs de l'affaire Erika, c'est de créer un dispositif de droit interne et de droit international qui consolide en fait cette jurisprudence, parce que toute jurisprudence est en elle-même un peu fragile. Alors ça, c'est la question des filiales. Maintenant, quant aux fournisseurs et aux sous-traitants, le problème, c'est que beaucoup de transnationales ont intégré dans les conditions d'achat des clauses qui imposent en principe à leurs fournisseurs ou à leurs sous-traitants le respect d'un certain nombre de standards sociaux et environnementaux. Et ça permet d'ailleurs de faire des campagnes de marketing valorisant les engagements éthiques exprimés à l'échelle du groupe. Mais en même temps, les pratiques se généralisent de déléguer par contrat les engagements éthiques sans garantie que les fournisseurs ou les sous-traitants ont bien les moyens de faire respecter ces engagements. Donc il y a une sorte de contradiction entre le fait que la société mère exerce une influence majeure et utilise les engagements éthiques dans ses campagnes de marketing, mais en même temps le fait que théoriquement le sous-traitant ou le fournisseur garde une autonomie. L'objectif, ce serait donc d'appliquer la responsabilité à l'ensemble du groupe et pas seulement aux sous-traitants. Alors, il y a un début de jurisprudence sur ces questions qui est intéressante en même temps parce qu'elle montre comment on peut passer d'engagements éthiques, c'est-à-dire de soft law, à des conséquences juridiques, c'est-à-dire à de la hard law. C'est d'utiliser la qualification de publicité mensongère. Quand une entreprise affiche dans son éthique certains engagements et ne les respecte pas. C'est ce qui a été fait par une cour américaine de Californie dans une affaire contre Nike, où un citoyen avait saisi la cour pour publicité mensongère parce que l'entreprise affichait un respect éthique qui n'était pas garanti par ses sous-traitants. Alors, c'est une voie possible, mais elle n'est pas suffisante et elle permet simplement d'attribuer, d'identifier, disons, le responsable au sein du groupe en retenant à la fois la filiale, le sous-traitant, le fournisseur et la société mère. Cela étant, une fois l'identification réalisée, on n'est pas encore au bout de nos peines, car il s'agit de savoir si la faute est moralement et juridiquement imputable à la personne morale qui a été ainsi identifiée. Autrement dit, il ne suffit pas d'identifier quelle est la personne morale responsable, il faut prévoir l'imputabilité de la responsabilité pénale, notamment, à la personne morale. Ça, c'est la grande différence entre la faute civile et la faute pénale. La faute pénale, en théorie, n'est imputable qu'à une personne qui a eu la capacité de vouloir et de comprendre son acte. C'est pour ça que les mineurs et les malades mentaux ne sont pas imputables en principe. Mais qu'en est-il des personnes morales ? En fait, la doctrine et la pratique pénale ont beaucoup évolué. Depuis le XIXe siècle déjà, la common law admet la responsabilité pénale des personnes morales. Mais c'était beaucoup plus difficile dans les pays comme la France ou ses voisins italiens ou allemands,
dans les pays de tradition romano-germanique. Or, il y a un changement considérable qui est en train de se faire. La France, dans le Code pénal de 1993, a retenu le principe de la responsabilité pénale des personnes morales, et en 2004, on vient de l'étendre à toutes les infractions commises pour le compte de la personne morale par ses organes ou par ses représentants. C'est écrit dans le Code pénal, article 121-2. Et puis l'exemple a été suivi par nos voisins, la Belgique, l'Espagne tout récemment, le Luxembourg, l'Italie de façon plus ambiguë parce que c'est un juge pénal mais qui peut juger la personne morale, mais il prononce une sanction administrative. Ceux qui résistent encore, ce sont essentiellement les Allemands, qui admettent néanmoins une responsabilité administrative lourde avec des sanctions lourdes contre les personnes morales. Je me souviens quand nous avions eu les discussions du groupe sur le corpus juris pour proposer une unification de la lutte contre les fraudes au budget européen. Nous avions un groupe d'experts pénalistes de différents pays européens. Nous avions proposé le principe de la responsabilité pénale des personnes morales avec une opposition farouche de nos collègues allemands et à l'époque aussi des collègues italiens. Nous étions arrivés à une solution qui serait tout à fait transposable à l'échelle mondiale. On était déjà dans l'international puisqu'il s'agissait de l'Europe. C'était de dire qu'il faut admettre l'assimilation entre pénal et quasi-pénal. Au fond, ce qui est important, c'est qu'il y ait une sanction à caractère punitif contre une personne morale. Parce que la personne morale, en général, elle commet la faute à la suite de délibérations collectives. Donc le problème de l'imputabilité ne devrait pas être un obstacle. Et on devrait pouvoir prononcer des sanctions punitives, soit strictement pénales, soit administratives punitives, soit civiles punitives, ce que les anglo-américains appellent les punitive damages, les dommages d'intérêt, qui sont calqués non pas en fonction du dommage, mais en fonction de la gravité de la faute, donc pour punir la faute. Alors c'est ce que nous avions proposé pour l'Europe, et c'est ce qui est proposé à l'échelle mondiale, reconnaître la responsabilité pénale ou quasi-pénale des personnes morales. C'est la condition pour pouvoir passer à la deuxième question, à la deuxième phase, devant quel juge. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que la faute soit opposable à tel ou tel responsable, encore faut-il que la faute soit jugée. C'est ce que Diane Roman, dans son groupe de recherche, appelle la justiciabilité. Alors la justiciabilité, là on est vraiment au cœur des contradictions de la mondialisation, parce que le droit reste identifié à l'État, donc les recours privilégient les juridictions nationales, ce qu'on a vu dans l'affaire Chevron, et ce niveau de juridiction nationale est mal adapté quand il s'agit de juger des recours contre les États, et carrément inadapté à l'éclatement des lieux de décision quand il s'agit des entreprises transnationales. Alors, essayons de voir quelles sont les évolutions proposées et déjà amorcées dans certains cas en termes de recours contre les États et de recours contre les entreprises. C'est là qu'on peut essayer de donner son plein sens à l'expression, j'évoquais la semaine dernière, lancée par le Conseil de l'Europe, de responsabilité sociale partagée. Pour qu'elle soit vraiment partagée, il faut que les recours soient possibles contre les États et contre les entreprises. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Alors, en ce qui concerne les recours contre les États, au plan national, je dirais que l'efficacité a un peu progressé avec la montée en puissance des cours constitutionnels, qui progressivement ont admis l'intégration des droits sociaux. Dans l'étude de Diane Roman, dont je vous avais la référence, qui est à paraître prochainement, il y a toute une analyse de la jurisprudence des cours suprêmes d'Amérique latine, d'Afrique du Sud, d'Inde, du Japon, pour montrer l'intégration et l'opposabilité, donc la justiciabilité progressive face à l'État en ce qui concerne les droits sociaux. En revanche, la Cour suprême des États-Unis reste très en retrait sur ces questions sociales. Pour ce qui est de la France, le Conseil constitutionnel a évolué, comme vous le savez,
puisqu'il a reconnu, c'était déjà en 1995, le droit au logement à travers le principe de dignité de la personne. Et le rapport du Conseil d'État sur la pauvreté, qui a été publié en 2009, donc tout récemment, reprend ce raisonnement et reprend ce dispositif permettant donc des recours contre l'État. Actuellement, il y a d'ailleurs un recours, non pas sur la loi Dallot, la loi qui rend le droit au logement opposable à l'État notamment, mais sur le décret d'application de la loi Dallot. C'est un décret de 2008 qui limite le droit au logement opposable à des conditions liées à la permanence de la résidence en France. Il faut, d'après le décret, au moins 2 années de résidence ininterrompue en France. Et il y a un recours qui est pendant sur ces questions devant le Conseil d'État. Ça veut dire que là, il y a des actions possibles au niveau national pour rendre justiciables les droits sociaux. Nous avons vu aussi dans une précédente leçon qu'au niveau régional, il y a plusieurs voies possibles de recours contre les États. Pendant longtemps, c'était un recours indirect, on disait par ricochet, un recours pour violation des droits sociaux à travers tel ou tel droit civil et politique, et c'était la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui était invoquée, mais dans des affaires un peu isolées, et je dirais une jurisprudence au coup par coup qui ne permet pas globalement de conclure que les droits sociaux sont devenus opposables aux États, sont devenus justiciables devant la Cour européenne des droits de l'homme. En revanche, ils deviennent justiciables avec le système de réclamation collective instauré auprès du Comité des droits économiques, sociaux et culturels depuis 1998. Donc là, on a un système de recours en matière de droits sociaux, économiques, sociaux et culturels avec la charte sociale révisée. Et la décision emblématique que j'avais évoquée il y a quelques semaines quand on avait parlé de l'exclusion sociale, c'est la décision de 2008 qui condamne la France pour violation notamment du droit au logement sur un recours qui avait été formé par tout un ensemble d'associations autour d'ATD Quart Monde et une fédération d'associations. Et c'est une décision importante parce qu'elle fixe les obligations des États en matière de droits sociaux, 5 obligations: mettre en place les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ces droits, avoir des statistiques pour évaluer le respect ou le non-respect des droits, vérification régulière d'effectivité, étapes précises, impact du choix, notamment sur les populations particulièrement vulnérables. Donc on a un mécanisme de recours qui permet de dire que les droits deviennent justiciables. Et puis à l'échelle de l'Union européenne, c'est un peu tôt pour mesurer l'impact, mais il ne faut pas négliger sans doute l'impact, je dirais, potentiel de l'intégration de la charte de l'Union européenne qui comporte tout un chapitre sur le chapitre solidarité, sur ce type de droit. En revanche, si on regarde ce qui se passe au niveau mondial, le bilan est moins encourageant. Parce que le droit international général conventionnel a peu progressé sur la responsabilité des États. Il y a une réflexion très large qui est menée depuis des années par la Commission du droit international et qui a abouti à une simple recommandation en 2001 et qui est extrêmement vague: responsabilité de l'État pour faits internationalement illicites, mais qui ne permet pas d'invoquer ce dispositif devant un juge ou une quasi-juridiction. La Cour internationale de justice, pour le moment, ne peut pas être saisie en la matière. Il faut plutôt chercher du côté du droit international des droits de l'homme, et c'est un peu le parallèle à ce que je vous ai dit pour l'Europe. À côté du pacte sur les droits civils et politiques, on a un pacte sur les droits économiques, culturels et sociaux, avec la création d'un comité des droits économiques, sociaux et culturels qui commence à fonctionner à partir de 1987, mais qui, depuis 2008, bénéficie d'un mécanisme
qui est adopté par protocole additionnel, qui est un mécanisme de communication individuelle en cas de violation des droits. Donc on a quelque chose qui va se mettre en place parce que le protocole de 2008, il n'a encore été signé que par quelques États. La France ne l'a pas encore signé. Et il faudrait ensuite qu'il soit ratifié. Donc c'est un mécanisme potentiel, mais qui permettrait un contrôle quasi juridictionnel sur la base de communication individuelle en cas de violation de ces droits garantis par le pacte. Donc ça, ce serait un peu le parallèle, le pendant de ce qu'on connaît en Europe. Cela étant, la Cour internationale de justice a eu l'occasion de faire référence au pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, il n'y a pas très longtemps, en 2004, dans l'affaire du mur de Palestine. C'est intéressant le raisonnement juridique qu'elle a tenu, parce qu'aucun texte ne l'amène à évoquer le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels dans son argumentation. Or là, elle l'a fait intervenir en disant « La construction du mur restreint la liberté de circulation, mais du coup, elle entrave l'exercice d'un certain nombre de droits protégés par le pacte, droits économiques, sociaux et culturels, qu'elle énumère travail, santé, éducation, approvisionnement en eau. Donc elle fait intervenir ces droits dans son raisonnement juridique en disant en l'espèce la restriction à ces différents droits n'était pas justifiée par l'état de nécessité. Donc elle entre dans un véritable raisonnement juridique qui est au fond l'une des conditions de la justiciabilité. On n'applique pas seulement une liste de droits, mais on utilise un mécanisme d'analyse, de contrôle de la proportionnalité. Et là, ce mode de raisonnement a été parfaitement accepté, il n'a pas été contesté. Alors évidemment, son contrôle se limite à une obligation négative, obliger un État à respecter les droits. Ce n'est pas le contrôle positif, obliger un État à mettre en place une procédure internationale de communication individuelle, mais c'est déjà un début. Alors, est-ce qu'une autre piste pourrait être l'utilisation de la Cour pénale internationale? Je dirais indirectement oui, dans la mesure où si on poursuit un chef d'État en exercice, on atteint indirectement l'État en question. Or, il existe à l'heure actuelle des propositions pour élargir la compétence de la Cour pénale internationale dans le domaine de l'environnement. C'est le fameux crime d'écocide qui avait été proposé dans les années 90 et qui a été repris dans notre petit que sais-je de 2009 sur le crime contre l'humanité, notamment par Laurent Néret dans sa proposition à la fin du livre. En fait, l'idée de relier les questions d'environnement aux atteintes aux droits fondamentaux commises à l'occasion des guerres ou des conflits armés, elle est déjà dans le statut. Elle est déjà dans le statut. Le statut qualifie crime de guerre le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu'elle causera incidemment des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel. Donc c'est déjà intégré, mais avec une clause restrictive, c'est la fin de l'article 8 2b 4, à condition que ces dommages soient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu. Donc il y a une clause qui limite l'atteinte à l'environnement par rapport aux nécessités militaires. C'est un peu un clin d'œil à l'avis qu'avait rendu la Cour internationale sur les armes nucléaires, qui était rédigé de la même manière. Le crime est exclu si l'atteinte à l'environnement est jugée proportionnée et nécessaire à la poursuite d'un objectif militaire légitime. Alors la proposition qui circule à l'heure actuelle va plus loin que ça. Ce serait la création d'un crime écocide autonome. Les atteintes à l'environnement les plus graves, notamment quand elles font disparaître une ethnie, une race ou une communauté autochtone. C'est ça le crime d'écocide conçu de façon plus large. Mais si on va dans ce sens-là, il ne suffira pas de rendre les faits opposables à des chefs d'État, il faudra les rendre opposables aux entreprises transnationales. Et là, on retrouve le problème
du recours contre les entreprises transnationales, pas seulement contre les États. Responsabilité partagée, une fois de plus, ça veut dire les uns et les autres, pas les uns ou les autres. Or, le recours contre les entreprises transnationales, c'est vraiment le point le plus faible. Je dirais qu'au niveau mondial, il y a un contraste extraordinaire entre le foisonnement des dispositifs de soft law dont nous avons parlé la semaine dernière et l'absence de dispositifs de hard law. Même à l'occasion du débat de Kampala en 2010 sur la révision du statut de la Cour pénale internationale, on n'a pas vraiment abordé la question de la responsabilité des entreprises. Alors, il y a des difficultés qui sont des difficultés techniques. C'est que la notion de responsabilité pénale de la personne morale, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, n'est pas admise par tous les pays. Mais à travers la responsabilité quasi-pénale, on peut très bien trouver des solutions acceptables par tout le monde. Ce serait d'autant plus nécessaire donc d'arriver à étendre la compétence de la Cour pénale internationale aux entreprises transnationales, d'autant plus nécessaire que le niveau national est très largement inadapté. Alors le niveau national, il est en fait traité à travers les règles de droit international privé et de droit international pénal. Et là, je voudrais citer le jugement très sévère porté par ma collègue Horatia Muruat, qui est une des grandes spécialistes de droit international privé, qui dit dans un article récent dont vous avez la référence, c'est un article de 2010, « En cas de délocalisation des activités industrielles par une entreprise d'un pays développé vers les pays en développement, le droit international privé a largement servi et sert encore à protéger l'employeur étranger contre les revendications de la main-d'œuvre locale. » Alors bien sûr, il y a une évolution du droit européen, des règlements de l'Union européenne, mais à l'échelle européenne. En dehors de l'échelle européenne, le problème reste posé. Et en droit pénal, le problème est encore plus crucial et encore plus difficile à résoudre. En principe, on applique la territorialité en matière pénale, mais la territorialité dans les domaines que j'ai évoqués ici, c'est renvoyé au pays d'implantation, là où le dommage a été causé, là où le groupe est implanté. Or, le pays d'implantation, son souci principal, c'est de ne pas décourager les investisseurs, donc d'avoir une législation pas trop menaçante, pas trop inquiétante. Ce qui fait que le principe de territorialité est une mauvaise solution. Alors, on peut imaginer comme alternative le principe qu'on appelle de façon dans le jargon pénal la compétence personnelle active, c'est-à-dire la loi du pays d'origine. Mais cette loi du pays d'origine, elle est applicable en cas de crime, mais en cas de délit, ça suppose que le pays d'implantation ait la même incrimination, ce qui est rarement le cas. Alors en matière de crime, il y a peu d'exemples d'application du principe de compétence personnelle active. Il y a un exemple dont vous avez peut-être entendu parler à l'époque, c'était l'affaire Total Unocal, où une action pénale avait été intentée en France pour des pratiques en Birmanie qui équivalaient à des formes de travail forcé, accompagnées parfois de violences, voire d'assassinats. Et l'action pénale a été ouverte non pas en Birmanie où c'était impossible, mais en France, parce qu'on a pu utiliser la qualification criminelle de séquestration arbitraire, en fait, à propos du travail forcé, et interpréter la séquestration arbitraire à la lumière du droit international, des droits de l'homme et du travail. Alors là, la plainte a été déposée, une instruction a été ouverte, elle s'est terminée par un non-lieu, mais par un non-lieu assorti d'une transaction et de la création d'un fonds d'indemnisation extrêmement important. Donc on peut dire qu'il y a eu une petite efficacité du droit pénal en la matière, mais parce que l'incrimination était criminelle. La plupart du temps, il s'agit de délits, et alors la double incrimination fait obstacle.
Ce qui fait qu'en pratique, au niveau national, je dirais que le principal instrument qui permet de rendre la responsabilité sociale et environnementale des entreprises justiciables, le principal instrument, c'est le droit américain, c'est la justice américaine, dans la mesure où le fameux texte que j'évoquais tout à l'heure, ATS ou ATCK, Alien Tort Claims Act, Alien Tort Statute, a vocation, application universelle. Alors c'est une histoire étrange que ce texte de 1789, qui avait été complètement mis en sommeil et qu'on redécouvre dans les années 80, qui permet d'accorder, alors ce n'est pas strictement pénal, ça permet d'accorder les fameux punitive damages, c'est-à-dire des dommages mais calculés pour punir en fonction de la gravité de la violation. En cas de violation du droit international, le texte américain dit Law of Nations, même commise à l'étranger, par des étrangers, contre des étrangers. Donc c'est un texte à vocation universelle. Et il permet de viser, par exemple, des cas de travail forcé ou de droit de violation de l'environnement. Alors là, on a une affaire emblématique qui est citée par tous les auteurs, mais ce qui est moins souvent évoqué, parce que c'est beaucoup plus récent, c'est l'évolution qui tend à bloquer ce type d'action. L'affaire emblématique, c'est l'affaire Doe Yonocal, de 1998, et qui est la première affaire dans laquelle on a appliqué le texte Alien Tort Statute non seulement à des violations commises par des États ou des agents de l'État, mais à des individus et à des entreprises transnationales. Et depuis cette date, 1998, il y a de nombreuses multinationales qui ont dû faire face à des requêtes fondées sur le texte. En même temps, c'est une affaire importante parce que c'est la première à avoir relié les questions d'environnement au droit international des droits de l'homme. C'était, comme l'affaire que j'évoquais pour la France, des faits situés en Birmanie, et la Birmanie avait attaqué le Yonocal pour des pratiques à la fois contre les droits de l'homme et contre le droit du travail, travail forcé, viol, assassinat, torture, à l'occasion de la construction d'un oléoduc. Alors, la requête a été admise par le juge américain, et depuis lors, ce mécanisme, ce dispositif américain est souvent cité en modèle. Il a été notamment en 2009 par le Premier ministre néerlandais, après une négociation avec Deutsche Petroleum, donc un groupe néerlandais, après une négociation obtenue grâce à la poursuite devant le juge américain, l'ancien Premier ministre néerlandais a publié une lettre ouverte pour dire « Nous devrions avoir honte en tant que Néerlandais et Européens qu'il n'y ait eu aucun endroit aux Pays-Bas ou en Europe pour porter plainte. Il a fallu que la plainte passe par les juridictions américaines. » Donc ça paraît un système porteur, si ce n'est que depuis quelques mois, il y a une évolution qui ressemble bien à un coup d'arrêt de cette jurisprudence. C'est une évolution dans l'affaire Kiobel. Kiobel, ça concernait aussi le même groupe, Deutsche Petroleum, qui était l'objet d'une requête sur le fondement de l'Alien Tort Statute devant le juge américain pour des pratiques de violation des droits de l'homme commis par les forces militaires nigériennes avec la complicité du groupe. Alors, il s'agissait de mettre fin à des manifestations de la population résistant aux effets polluants de l'exploitation pétrolière dans leur pays. Les forces militaires nigériennes avaient été très violentes et elles avaient bénéficié de la complicité du groupe Deutsche Petroleum. Donc plainte selon le même mécanisme que les affaires précédentes. Et là, au niveau de la cour d'appel, deuxième circuit de la cour d'appel, voilà que le juge américain décide, une sorte de coup de théâtre, que les personnes morales ne sont pas justiciables comme défendeurs sous l'Alien Tort Statute. Alors que jusque-là, la cour d'appel du deuxième circuit avait été l'une des plus accueillantes,
voilà qu'elle décide que les compagnies ne sont pas défenseurs. Autrement dit, elle refuse l'imputabilité à la personne morale. Alors, si on regarde de plus près les arguments, ils sont discutables, mais ils méritent d'être discutés précisément. L'opinion majoritaire, en fait, s'est focalisée sur l'absence de responsabilité des personnes morales dans les pays de tradition romano-germanique, en disant, finalement, on impose le droit américain, alors que dans beaucoup de pays, notamment là, les Pays-Bas, le système est différent. En réalité, l'argument de l'opinion majoritaire, c'est l'argument plus politique, ne pas imposer les valeurs américaines dans le monde entier. Et ça, c'est un argument qu'on peut comprendre, même si la Cour suprême avait essayé de le restreindre un peu. Dans la seule affaire où elle avait été saisie en 2004, l'affaire Sosa, elle avait dit « mais l'alien tort, ce n'est pas l'impérialisme américain, parce que l'alien tort ne s'applique que si les valeurs sont reconnues par le droit international coutumier et sont respectées par les pays civilisés dans le monde ». Donc la Cour suprême avait essayé de répondre d'avance à l'argument, mais ça n'a pas convaincu la Cour d'appel dans l'affaire Kiobel. Alors en revanche, concernant la minorité, c'est-à-dire ceux qui auraient souhaité maintenir la jurisprudence de l'imputabilité du texte aux entreprises transnationales, la minorité, qui à mon avis a un argument très fort, dit de deux choses l'une, ou on accepte l'application universelle du système américain aux personnes physiques et aux personnes morales, ou on le refuse à tout le monde. Mais on ne peut pas accepter l'application universelle à propos des personnes physiques et l'exclure à propos des personnes morales, alors que c'est justement à propos des personnes morales que les violations sont les plus dangereuses, les plus tragiques, les plus douloureuses. Et ça, je pense que l'argument est fort et assez convaincant. Cela étant, on ne sait pas ce qui va se passer à l'heure actuelle. Après l'affaire Kiobel, qui est donc jugée en novembre dernier, ce n'est pas très vieux, mais il y a déjà eu plusieurs tribunaux de première instance, puisque là c'était au niveau de l'appel, il y a plusieurs tribunaux de première instance qui ont rejeté des requêtes, débouté des plaignants en disant non, l'Alien Tort Statute n'est plus applicable aux personnes morales. Donc la question est très confuse. La Cour d'appel qui a statué n'est pas la seule Cour d'appel, donc il peut y avoir un conflit avec d'autres cours d'appel. Tant que la Cour suprême n'aura pas tranché, la question restera incertaine. De toute façon, est-ce que c'est la bonne solution ? Alors, moi, je me pose, et je vous pose d'ailleurs la question, c'est vrai que l'intérêt de ce texte, c'est qu'il a permis de faire éclater un certain nombre d'affaires au grand jour, il a permis des réparations à des montants importants, il a joué un rôle de clarification en matière de justiciabilité des droits sociaux au niveau des entreprises transnationales. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne solution de faire du juge américain le juge mondial en matière de responsabilité sociale et environnementale ? Moi, je ne suis pas persuadée que ce soit la meilleure solution possible. Alors, si on refuse cette solution, d'autant que les Américains eux-mêmes semblent être en train de la refuser eux aussi, qui jugera la responsabilité en la matière ? À l'heure actuelle, il n'y a pas d'autre solution que l'utilisation du droit interne. Mais alors, sous quelle forme ? Est-ce qu'il faudrait étendre la compétence universelle civile ou pénale dans ces domaines ? Au fond, faire ce que les Américains font à leur échelle, le faire dans d'autres pays. Je dirais que c'est peut-être une solution pour une période de transition, ça peut servir d'aiguillon, mais je pense que ça ne peut pas fonctionner à l'échelle mondiale, donc forcément ça crée des inégalités. Il y a des pays qui auront les moyens d'appliquer la compétence universelle et d'autres pas. Donc on recrée des inégalités et ça ne paraît pas une solution durable, ni équitable, ni durable. D'autant que si on suppose qu'il serait un jour possible, à l'échelle de l'ensemble des pays du monde,
d'appliquer un principe de compétence universelle en la matière, vous imaginez le vaste chaos auquel on arriverait si n'importe quel juge de n'importe quel pays peut juger selon son droit national les violations commises n'importe où dans le monde. On ne voit pas très bien vers quoi on va. Donc la solution, disons, raisonnable, pas parfaite, mais qui me paraît raisonnable, ce serait d'arriver à une convention internationale portant sur la lutte contre la violation des droits internationaux, notamment sociaux, par les entreprises transnationales, qui répartirait les compétences entre le pays d'origine et le pays d'implantation. Et là, ce qu'il faudrait sans doute, c'est faciliter la compétence du pays d'origine. Par exemple, admettre le principe de personnalité active, mais sans la condition de double incrimination. Donc généraliser la compétence du pays d'origine, renforcer la compétence du pays d'origine et à la limite l'imposer par le jeu de la Convention, et en même temps limiter l'arbitraire des refus de compétences, par exemple la fameuse clause forum non-convenience qu'utilisent les pays de common law de façon parfaitement arbitraire. Donc encadrer les critères au nom desquels le pays d'origine pourrait refuser sa compétence. Et dans les cas d'un renvoi éventuel au pays d'implantation, donner à ces pays d'implantation, qui ont souvent peu de moyens, les moyens de mener l'enquête, les moyens d'assurer l'exécution de leurs décisions. Donc il peut y avoir une sorte de répartition entre le pays d'origine et le pays d'implantation, mais accompagnée, structurée, encadrée par une convention internationale. Est-ce qu'on arrivera un jour à cela ? Je n'en suis pas certaine, mais en tout cas, ça me paraît la voie la plus raisonnable. Alors peut-être que ce qui aiderait à aller dans ce sens, c'est ce que j'ai appelé la participation citoyenne, c'est-à-dire l'aiguillon que peuvent représenter les simples citoyens dans ce type d'affaires. Et j'aborde rapidement, parce que je vois que j'ai un peu dépassé mon temps, les grandes lignes de la dernière question. Avec quel soutien? Comment organiser une participation citoyenne? La participation citoyenne, ce n'est pas l'action citoyenne, expression qui a été utilisée dans le projet éphémère de réforme de la procédure pénale en France par Mme Alliot-Marie il y a 1 an. L'action citoyenne, ce n'était pas ça du tout, c'était une sorte d'action en dénonciation. La participation citoyenne, ça peut prendre la forme de l'aide aux victimes. C'est frappant de penser qu'en 2010, il y a plusieurs guides d'aide aux victimes qui ont été publiés concernant la violation des droits de l'homme par les entreprises transnationales. Il y a un guide par la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, en français, et il y en a un d'Amnesty International en anglais. Donc ça montre l'urgence de traiter ce problème. C'est un exemple, il y a d'autres exemples, le rôle des organisations non gouvernementales auprès de la Cour pénale internationale, qui fera l'objet d'un prochain article dont je vous ai donné la référence. Mais tout cela, ça reste assez informel. Ce qui est plus intéressant comme piste juridique, c'est soit l'intervention citoyenne sous la forme de ce qu'on appelle le tiers intervenant. Alors le tiers intervenant, c'est un concept qu'on connaît par exemple à Strasbourg auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Au départ, c'était réservé aux États. Et puis, depuis 1998, ça a été étendu aux organisations non gouvernementales et elles sont souvent à l'origine des plaintes en fait. Elles sont souvent à l'origine des plaintes déposées pour saisir la Cour de Strasbourg. On a aussi la forme qui s'appelle l'amicus curiae, l'ami de la Cour, c'est-à-dire l'action qui vient éclairer le juge sur tel ou tel point de droit. Si vous prenez l'affaire Milosevic, il y a eu 93 mémoires d'amicus curiae déposées par des organisations non gouvernementales et des individus. C'est une manière d'aiguillonner le travail du juge. Et puis il y a une dernière voie qui est peut-être la plus efficace, c'est la voie de l'action civile des groupements. Au lieu que seule la victime puisse agir, les groupements, syndicats et associations peuvent déclencher l'action auprès du juge. Aux États-Unis, c'est connu sous le nom de class action, action de groupe, qui fonctionne en matière de responsabilité civile.
L'extension en France a été pour le moment enterrée, malgré plusieurs projets des années 2005-2008, mais c'est une voie possible. Cela dit, en France, on a une voie très efficace, c'est la constitution de partie civile devant le juge pénal, des syndicats ou des associations. Jusqu'à présent, pour les associations, c'était une jurisprudence assez restrictive. Il fallait un texte admettant la défense de l'intérêt collectif de l'association pour que le système puisse jouer au pénal. Tout récemment, c'est novembre 2010, vous voyez là, les choses bougent vite, la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence dans l'affaire qu'on appelle les biens mal acquis des dirigeants africains. Elle a permis à Transparency International de déclencher l'ouverture d'une instruction et elle a permis au juge d'instruction de déclarer recevable la constitution de partie civile de l'association et pas seulement des victimes individuelles. Et là, on a un mécanisme qui peut aiguillonner, je dirais, le recours devant le juge et renforcer la justiciabilité qui serait la clé, en quelque sorte, de ce partage des responsabilités que nous avons examiné depuis la semaine dernière. Alors, il y a une dernière voie possible, c'est la création d'un ombudsman pour défendre les intérêts, notamment en matière d'environnement. Mais ça nous renvoie à la suite du cours, car la grande utilité de l'ombudsman, ce serait en matière de protection des générations futures. Le fameux problème de la protection des générations futures qui nous amène sur un terrain qui n'est plus la responsabilité présente, mais qui est en réalité la question de l'anticipation sur le futur, passer de la responsabilité face aux générations présentes à la responsabilité face aux générations futures. C'est une des questions que nous aborderons la semaine prochaine. J'ai regroupé en fait deux questions. Construire une paix durable qui nous projette déjà un peu dans l'avenir, mais dans l'avenir proche, et puis assurer le relais entre les générations. Et ça nous projette dans un avenir plus lointain. Et je dirais que sur les deux questions, l'actualité nous donne des exemples très présents sur comment prévenir la commission des crimes internationaux et comment prévenir les risques nucléaires pour les générations suivantes. On aura une actualité brûlante, je dirais, pour traiter ces questions ensemble la semaine prochaine. Merci pour votre patience.